Chambre. C'est fascinant. Aujourd'hui, on plonge dans une pile de documents vraiment éclectiques. Ça va de cette fameuse étude clinique brésilienne sur les prothèses mammaires à des tutoriels de logiciels d'animation jusqu'aux vieilles archives techniques des studios Disney. Ce qui est vraiment captivant ici, c'est l'effondrement total de la barrière entre le monde physique et le pixel, en fait. Comment ça? Eh bien, la technologie de rendu 3D, elle n'a pas seulement rétréci pour tenir dans nos téléphones, elle a complètement changé de nature. C'est devenu un langage universel. D'accord. Les mathématiques qui calculent la réflexion de la lumière sur l'armure d'un personnage de jeu vidéo à gros budget, ce sont exactement les mêmes mathématiques qui permettent à un smartphone d'analyser la profondeur d'une pièce. C'est dingue. Bon, déballons tout ça, parce que pour créer ou manipuler un monde virtuel de manière un peu convaincante, il faut d'abord apprendre à capturer le monde physique avec une précision redoutable. Absolument. Et avant même de numériser ce monde, il faut savoir comment s'y mouvoir physiquement parlant. Notre première source aborde d'ailleurs cet aspect très organique de la capture avec l'utilisation d'un stabilisateur, le fameux gimbal à 3 axes qu'on couple à un smartphone. Oui, parce que le mouvement, c'est vraiment la base de l'illusion spatiale. Oui, clairement. Un stabilisateur à 3 axes, ça utilise des petits moteurs sans balai pour compenser le tangage, le roulis et le lacet. Ok, donc pour ceux qui nous écoutent, concrètement, ça donne quoi? Concrètement, peu importe si la main qui tient le manche tremble ou si elle s'incline ou pivote, La caméra bouge pas. voilà, la caméra reste parfaitement verrouillée sur son axe optique. Mais bon, la technologie électronique, elle peut pas tout faire non plus. C'est-à-dire? Elle peut pas effacer la démarche saccadée et asymétrique de l'anatomie humaine. Quand on marche, on rebondit. Ah, et c'est là qu'on découvre la fameuse marche du ninja. J'ai adoré lire ça dans nos documents. C'est un concept génial, oui. En gros, l'opérateur doit dérouler son pied du talon jusqu'à la pointe, tout en gardant les genoux toujours légèrement fléchis. Exactement. Pour que le corps agisse comme un amortisseur naturel. Ouais. Pour bien visualiser la chose, c'est l'analogie de la tasse de café. Ah oui, la tasse très chaude. C'est ça. Imaginons qu'on tienne une tasse de café brûlant remplie à ras-bord. Si on marche normalement, avec les talons qui claquent bien au sol, l'onde de choc remonte le long de la colonne vertébrale et paf, le café se renverse. C'est inévitable. Alors que pour tenir le stabilisateur, c'est cette même philosophie. Il faut absorber la gravité avec ses genoux avant qu'elle n'atteigne les bras. C'est hyper visuel. Mais c'est très vrai. Et c'est cette combinaison d'absorption biomécanique et de stabilisation électronique qui permet vraiment de tromper l'œil. Ouais. Et une fois que tu as acquis cette fluidité, la documentation montre comment on peut simuler des équipements d'Hollywood qui coûtent franchement des dizaines de milliers d'euros. Le truc du faux drone m'a complètement scotché. Ah, c'est redoutable d'efficacité. C'est fou. Tu prends une perche d'extension télescopique, un truc qui fait genre 36 cm plié dans ton sac à dos, tu la déploies à plus de 3 mètres de long, tu orientes le téléphone vers l'avant et tu marches lentement avec la perche levée bien au-dessus de ta tête. Avec la marche du ninja, bien sûr. Évidemment. Et l'illusion d'un vol de drone à basse altitude est juste parfaite. Et il y a aussi la méga grue. Oui, où tu t'accroupis pour commencer un plan vraiment au ras de l'herbe. Et tu t'élèves lentement sur la pointe des pieds avec la perche tendue vers le ciel pour révéler un immense bâtiment. C'est magique. Le vrai intérêt du faux drone, c'est pas seulement économique. C'est aussi une technique vitale dans des zones où l'espace aérien est hyper restreint. Ou au milieu d'une foule, j'imagine. Exactement. Au milieu d'une foule, faire voler des pales d'hélicoptères miniatures, c'est super dangereux. C'est clair. Cependant, la documentation insiste sur une règle de physique optique vraiment incontournable pour que ces mouvements fonctionnent. Laquelle? L'importance absolue du premier plan. Ah oui, mais pourquoi le premier plan? Je veux dire, si je filme le ciel bleu en levant ma perche, le mouvement de ma caméra reste fluide, non? Il est fluide, ouais, mais le problème c'est qu'il est imperceptible. Comment ça? Le cerveau humain perçoit la profondeur de l'espace grâce à un phénomène qu'on appelle la parallaxe de mouvement. Ok. Les objets qui sont très proches de nos yeux se déplacent beaucoup plus vite dans notre champ de vision que les objets lointains. Ah, comme quand on regarde par la fenêtre d'un train. Les poteaux électriques filent à toute vitesse, mais la montagne au loin bouge à peine. Exactement, c'est le meilleur exemple. Donc, si la caméra s'élève dans un espace totalement vide face à un paysage lointain sans rien devant, l'image va sembler toute plate. Je vois. Il faut absolument intégrer des branches d'arbres ou un mur bien texturé, bref, un objet proche de l'objectif. C'est le défilement rapide de ce premier plan qui dit à ton cerveau qu'il y a un vrai mouvement physique en 3 dimensions qui est en train de se passer. C'est fascinant de voir comment on doit en fait hacker la perception du cerveau pour créer ces illusions. C'est un peu ça, oui. D'ailleurs, en parlant de perception, nos sources mettent le doigt sur l'erreur classique de tous les débutants qui achètent un stabilisateur pour la première fois. Oh oui, le fameux plan séquence interminable. C'est exactement ça. Ils allument la caméra et ils font un plan de 5 minutes,
complètement erratique. Il filme l'herbe, après il tourne brusquement vers la gauche pour suivre le chien, puis il remonte vers la façade de la maison. Et à la fin, le résultat donne juste le mal de mer. Grave. La règle d'or pour un rendu un tant soit possible, c'est la fragmentation. Oui, Faut diviser tout ce mouvement chaotique en une séquence de plans très précis avec un seul point focal par plan, un plan au ras du sol. Et on coupe. un plan qui longe à mur. Et en coupe, voilà. C'est ça. Et cette fragmentation, c'est vraiment l'essence même du langage cinématographique. Mais franchissons un cap, si tu veux bien. Vas-y. Là, on a maîtrisé le mouvement de la caméra dans l'espace physique. Mais qu'est-ce qui se passe si on prend ce même mouvement, cette marche du ninja parfaitement stabilisée, et qu'on donne ces images non pas à un logiciel de montage vidéo, mais à un algorithme de photogrammétrie? On ne capte plus juste de la lumière pour faire une jolie image, on commence à mesurer la réalité. C'est ça, on la mesure mathématiquement. Et c'est ce qui nous ramène à cette étude clinique ahurissante au Brésil dont on parlait en intro. Oui, Les chercheurs ont utilisé la photogrammétrie avec un simple iPhone XR, qui n'est pas tout jeune d'ailleurs. non, c'est un modèle qui a quelques années. Ils s'en sont servis pour concevoir des prothèses mammaires externes personnalisées pour des patientes qui ont subi une mastectomie. L'idée, en gros, c'est de filmer le torse de la patiente sous plein d'angles différents, et le logiciel transforme cette simple vidéo 2D en un maillage 3D qu'on peut manipuler. Alors, pour bien comprendre, la photogrammétrie, ça fonctionne en identifiant des points de contraste identiques sur plusieurs photos. Des points de repère, en fait. Voilà. Si le logiciel repère une tache de rousseur, par exemple, sur 10 images prises sous des angles un peu différents, il utilise la triangulation spatiale pour calculer la distance exacte de ce point par rapport à l'objectif. OK. Et en répétant ce calcul des millions de fois, il génère ce qu'on appelle un mesh, un maillage qui est composé de plein de petits sommets, ou vertices en anglais. Et l'étude clinique, elle s'attarde d'ailleurs sur une comparaison technique entre deux applications grand public. On a Kiri Engine et Polycam. Et les résultats sont hyper intéressants. La différence de densité des données est juste frappante. Kiri Engine a complètement pulvérisé le compteur avec 42 120 sommets générés en utilisant le mode de capture vidéo de l'iPhone. C'est énorme. Surtout qu'en comparaison, le mode photo classique n'en générait que 26 000. Une belle différence, oui. Et de son côté, Polycam, ça oscillait entre 11 000 et 17 000 sommets seulement. Donc la conclusion technique semble évidente. Filmer une vidéo, ça fournit une quantité de données beaucoup plus massive que de prendre des photos individuelles. C'est tout à fait logique d'un point de vue algorithmique. Une vidéo qui est tournée à 60 images par seconde, ça offre un chevauchement visuel presque parfait entre chaque petite image. L'algorithme a moins de trous à combler. Exactement. L'algorithme a beaucoup plus de facilité à trouver ces fameux points de repère pour sa triangulation. Et logiquement, plus il y a de sommets générés, plus les courbes organiques, les détails subtils du corps humain sont lissés et fidèles à la réalité. Ouais, mais l'étude clinique bute sur un obstacle majeur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Oui, le problème de la précision. Voilà, la précision dimensionnelle absolue. Les données montrent que le modèle généré n'avait pas exactement la même taille que la patiente réelle. La hauteur variait avec une erreur de 0,7 mm à parfois plus de 3 mm. C'est vrai. Alors, 3 mm si on scanne un fauteuil pour un jeu vidéo, honnêtement, on s'en fiche royalement. Personne ne verra la différence. Mais là, on parle d'une prothèse médicale conçue pour s'adapter à une cicatrice et équilibrer la posture d'une femme. Avec une telle marge d'erreur, comment on peut justifier l'usage de cette technologie mobile? C'est pas un peu dangereux de s'y fier? C'est une excellente question. Mais si on relie ça à une perspective beaucoup plus large, cette erreur de 3 mm, elle doit être mise en balance avec la réalité du terrain. C'est-à-dire? C'est vrai que les scanners médicaux laser professionnels, eux, ils atteignent une précision du dixième de millimètre. Ils sont parfaits. Oui, mais ils coûtent le prix d'une maison et ils nécessitent des salles entières dédiées dans les hôpitaux. Au Brésil, l'étude précise que via le système de santé publique, le fameux SUS, Ouais. seulement environ 20% des femmes mastectomisées ont accès à une reconstruction mammaire chirurgicale. 20%, c'est extrêmement bas comme taux. C'est dramatique. Ce qui laisse 80% des patientes avec très peu d'options. Et souvent, elles reçoivent juste des prothèses externes standards en silicone massif.
Ah, j'imagine que c'est pas l'idéal. Pas du tout. C'est hyper lourd, ça tient très chaud, et surtout ça s'adapte très mal à la symétrie naturelle de la cage thoracique de chaque femme. Donc le sur-mesure est vital. Voilà. Et la photogrammétrie mobile, même avec son petit défaut de 3 mm qui, soit dit en passant, peut être très facilement corrigé par l'opérateur dans le logiciel de modélisation avant l'impression, eh bien ça permet d'imprimer en 3D une prothèse alvéolée. Dink creuse à l'intérieur. C'est ça, ultra légère, respirante et qui épouse parfaitement la forme spécifique de la patiente. Au final, c'est la démocratisation pure et simple d'un soin vital, tout ça grâce à un banal capteur de téléphone. Donc l'outil technologique qui nous sert à mesurer le monde physique a des implications humanitaires directes. C'est vraiment beau. Complètement. Mais bon, basculons maintenant du côté de la pure création, si tu veux bien. Allons-y. Là, on a capturé des éléments du réel. Mais et si nous voulons sculpter, construire et animer des choses qui n'existent pas du tout? De zéro. Ouais. Il y a 10 ans, il fallait une station de travail énorme avec des cartes graphiques qui chauffaient à blanc. Aujourd'hui, nos sources explorent l'écosystème de ce qu'elles appellent le studio 3D de poche. Et ça tourne sur de simples tablettes Android ou iOS, de nos jours, en 2026. C'est l'architecture ARM des puces mobiles actuelles qui a permis cette bascule technologique. C'est bluffant. Et les applications qui sont mentionnées dans nos documents illustrent une segmentation très claire des étapes de la production 3D. C'est ça. D'après les tutoriels de Dave Reed qu'on a épluchés, on commence souvent avec une application comme Nomad Sculpt. Ah, Nomad Sculpt. C'est vraiment l'équivalent numérique d'un tour de potier, en fait. Tu prends une sphère d'argile virtuelle et avec un stylet, tu la creuses, tu l'étires, tu la lisses pour créer un visage ou une grosse créature organique. Et c'est des outils de niveau bureau, mais sur une tablette. Voilà. Et à l'autre extrémité du spectre, on a l'application Prisma 3D. Ça fonctionne davantage comme un théâtre de marionnettes pour débutants. C'est plus pour l'animation par image clé, oui. Idéal pour l'animation de formes géométriques. Et d'ailleurs, pour modéliser des objets simples, il y a aussi Spline. Le document montre comment modéliser un téléphone en faisant une extrusion 2D, puis on rajoute les détails de la caméra frontale, on anime une rotation sur l'axe Y. C'est super intuitif. Mais l'étape vraiment cruciale pour passer de la sculpture statique à la marionnette animée, c'est ce qu'on appelle le rigging. Le squelette, c'est ça, hein? Exactement. Le rigging, c'est l'acte de construire un squelette numérique à l'intérieur de notre sculpture d'argile et de lisser l'influence de chaque os virtuel sur la peau du modèle. Et des applications mobiles comme Recon 4D gèrent ça désormais en natif. Sur mobile, c'est fou. Et ce qui rend l'animation possible sans avoir à définir la position de chaque vertèbre à chaque putain d'image, c'est un concept génial évoqué dans les documents, la cinématique inverse. Ah, la fameuse IK. Ouais, l'inverse kinematics. Au lieu de dire à l'ordinateur lève l'épaule de 10 degrés, puis plie le coude de 45 degrés, puis tourne le poignet pour attraper la poignée de porte, la cinématique inverse nous permet juste de prendre la main du personnage et de la glisser direct vers la poignée. Et la magie opère. C'est ça. L'algorithme calcule instantanément comment tout le reste du bras doit se contorsionner de façon biomécanique pour suivre le mouvement. C'est un gain de temps monumental. C'est l'automatisation de la physique, tout simplement. Mais l'application qui représente véritablement le sommet de cette automatisation sur mobile, c'est magiclight.ai. Oh là là, ça... Nos sources la décrivent comme un studio tout en un, complètement dopé à l'intelligence artificielle. Totalement bluffant. Avec magiclight.ai, l'utilisateur n'a même plus besoin de manipuler le squelette lui-même. Non, plus du tout. L'interface te propose juste d'écrire un script textuel, un peu comme pour une pièce de théâtre, et l'application génère une vidéo d'animation complète qui peut aller jusqu'à 30 minutes. Le système inclut des voix générées par l'IA, comme une voix qui s'appelle Emily, et gère automatiquement la synchronisation labiale. Et cette synchronisation labiale automatisée, c'est un processus technique vraiment fascinant. Comment ça marche derrière? Eh bien, l'IA analyse le fichier audio qu'elle vient de générer. Elle découpe les ondes sonores en phonèmes. Les phonèmes, c'est les sons de base, c'est ça? Exactement. Les sons fondamentaux du langage, comme les A, les O ou le son F, où ta lèvre inférieure touche tes dents. Ah oui, je le fais en même temps, c'est vrai. Voilà. Et ensuite, l'IA fait correspondre ces phonèmes à une bibliothèque de déformation faciale prédéfinie sur le modèle 3D. Donc l'animateur n'a plus à s'en soucier. Non, l'animateur n'a plus du tout à ouvrir et fermer manuellement la bouche du personnage 60 fois par seconde. L'IA réduit cette barrière technique pour laisser toute la place à la narration pure. Bon, d'accord. On a notre modèle 3D parfaitement proportionné. On a un squelette qui bouge avec grâce. On a une bouche qui parle. Mais
Si la surface de sa peau ressemble à du plastique gris mat et tout uniforme, l'illusion s'effondre direct. Ah oui, le cerveau humain repère le faux instantanément. Bah oui, il nous faut des textures. Comment on obtient l'apparence d'une vieille brique usée ou d'un cuir un peu craquelé, sans y passer des semaines entières de peinture numérique? Ah, l'habillage du virtuel, c'est historiquement le plus gros goulot d'étranglement de la production 3D. Ça prend un temps fou. Un temps infini. Mais c'est ici que nos sources introduisent la génération de matériaux par l'intelligence artificielle. Et franchement, ça bouleverse le secteur. Il y a des outils comme ce générateur de textures qui s'appelle Whitpoly, ou même une fonction qui est intégrée directement dans l'application Polycam, qui propose 4 variantes rapides. Et c'est hyper accessible. C'est d'une simplicité déconcertante. T'as juste un champ de texte, on écrit, je sais pas, un mur de pierre avec de la mousse et endommagé, en anglais, et paf, la texture apparaît. Mais la documentation souligne une fonctionnalité technique indispensable pour que ça marche bien. Le fait que ça soit seamless, Sans couture, ouais. le concept de sans couture est vital parce que les scènes 3D utilisent ce qu'on appelle le carrelage ou le tiling en anglais. De la répétition, en gros. Voilà, si tu appliques une texture carrée sur un très long mur, le moteur de rendu, il va juste répéter cette image encore et encore, comme un vieux papier peint. Et si les bords collent pas? Eh bien, si le bord droit de l'image ne correspond pas parfaitement au bord gauche, chaque répétition va créer une ligne de démarcation verticale hyper nette. Et c'est très moche. Ouais. Donc un algorithme seamless analyse les pixels sur les bordures de l'image générée et il force leur alignement mathématique. Comme ça, l'image peut se répéter à l'infini dans toutes les directions sans que l'œil ne puisse détecter le motif de répétition. C'est super malin. Mais j'ai quand même un vrai problème de logique avec ça. Lequel? Une IA génère une image carrée de briques moussues. Bon, une image, à la base, c'est juste une grille de pixels de couleur. C'est totalement plat. Oui. Alors comment le moteur 3D, quand il reçoit cette image plate, comment il devine que le mortier gris entre les briques est censé être creusé ou que la mousse est censée absorber la lumière au lieu de la refléter comme du verre? Ah, ça, c'est la différence fondamentale entre générer une simple image et générer un vrai matériau. D'accord. L'IA ne crache pas seulement la couleur. Elle analyse la sémantique de ta demande. Elle sait ce qu'est une brique. Et donc, elle génère simultanément plusieurs cartes, ce qu'on appelle des maps, en niveau de gris, qui dictent le comportement de la lumière. Des maps? Oui, tu as la carte de rugosité, tu as la carte de relief qui dit au moteur 3D les pixels noirs de cette carte correspondent à des creux dans la géométrie, et tu as la fameuse carte d'occlusion ambiante. Ah, l'occlusion ambiante. J'ai lu ça dans les notes, mais c'est quoi exactement? L'occlusion ambiante, en gros, ça simule la lumière qui se retrouve piégée. Piégé? Oui, prends le coin d'une pièce ou les fissures entre des pavés dans la rue. Ces zones sont naturellement plus sombres parce que la lumière ambiante a beaucoup de mal à rebondir jusqu'à l'intérieur de ces creux. Ah oui, c'est logique. L'IA calcule à l'avance ces micro-ombres dans les fissures de ton mur de pierre et elle les intègre dans une carte spécifique. Donc, quand tu assembles toutes ces cartes ensemble, ton simple carré de pixels plat devient une surface tridimensionnelle hyper réactive. Et ça nous amène directement à la pièce maîtresse du puzzle, j'ai l'impression. Le PBR. Voilà. On a la forme capturée, on a l'animation automatisée, on a la matière générée, mais le juge de paix absolu de la réalité pour notre œil, c'est la physique de la lumière. Totalement. Nos sources détaillent l'évolution du PBR, donc le Physically Based Rendering, ou rendu physique réaliste en français. Ça a littéralement remporté un Oscar technique, ce truc. C'est pas rien. Et le plus fou, c'est que ce n'est pas un logiciel. C'est un ensemble de lois strictes. Le PBR, c'est vraiment la constitution mathématique de la lumière numérique. Au lieu d'essayer de dessiner des reflets convaincants à la main, le PBR impose au processeur de simuler le comportement réel des photons. Avec 3 piliers indéboulonnables, si j'ai bien compris. C'est ça. Le premier pilier, c'est le modèle des microfacettes. L'idée que rien n'est parfaitement lisse à l'échelle microscopique, c'est ça? Exactement. Si une surface est extrêmement polie, comme un miroir, toutes ces microscopiques facettes sont parfaitement alignées. Donc la lumière rebondit dans la même direction. Et le reflet est très net. Mais si la surface est rugueuse, comme de la craie par exemple, ces microfacettes pointent dans absolument toutes les directions. Les photons s'éparpillent quand ils frappent la surface et le reflet devient flou. Ok, c'est la mécanique de base. Mais la deuxième règle, c'est celle qui a vraiment changé l'industrie, non? Ah oui, le principe de conservation de l'énergie. C'est tiré de la thermodynamique pure, ça. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour l'ordinateur en pratique? Moi, j'aime bien imaginer ça comme un budget financier strictement équilibré.
C'est une bonne analogie. L'ordinateur n'a pas le droit d'imprimer de la fausse monnaie lumineuse. S'il y a une lampe dans la scène virtuelle qui envoie 100 unités de lumière sur un cube de bois, la somme de la lumière qui rebondit sur la surface du bois, plus la lumière qui s'infiltre et se diffuse à l'intérieur, ne peut mathématiquement pas dépasser ces 100 unités initiales. Rien ne se crée par magie, l'énergie est conservée. Voilà. Et le troisième pilier, Le troisième pilier, c'est l'équation qui fait office de juge pour équilibrer ce fameux budget. ok, C'est la fonction de réflectivité bidirectionnelle, souvent basée sur le modèle mathématique de Cook-Torrance pour les puristes. ça sonne très savant. Mais en fait, elle calcule simplement, pour chaque pixel et à chaque image, exactement combien de lumière est absorbée et combien est reflétée, en fonction de l'angle de vue précis de la caméra. J'adore l'anecdote historique dans les documents concernant l'implémentation de tout ça. Avec Disney. Ouais, les studios Disney pataugeaient complètement avec le film d'animation Réponse. Ah oui, les cheveux. Animer et éclairer des kilomètres de cheveux blonds brillants, c'était un cauchemar technique absolu. Parce que les artistes trichaient constamment avec les paramètres d'éclairage de chaque mèche pour que ça ait l'air naturel. Ça devait être interminable. Disney a donc développé une version embryonnaire de ce fameux système PBR mathématique. Et le succès visuel a été tel que pour leur film suivant, Les Mondes de Ralph, ils ont tout verrouillé. Terminer le bricolage. Fini les réglages arbitraires. Chaque grain de poussière, chaque brique, chaque vêtement devait obéir à ces équations thermodynamiques. Les artistes n'avaient plus que des paramètres allant de 0 à 1 pour définir la couleur de base qu'on appelle l'albédo. L'albédo, oui. La rugosité et la part de métal du matériau. C'est tout. Et cette standardisation, elle a permis aux moteurs de rendu en temps réel, comme Unreal Engine 4 ou Godot pour les jeux vidéo, d'adopter le PBR. Parce que les maths sont les mêmes pour tout le monde. Exactement. Parce que l'équation est standardisée, elle est super optimisable. Et aujourd'hui, le résultat, c'est que même des petits outils de design 2D grand public comme Canva proposent un Lighting Studio qui simule cet éclairage dynamique sur de simples images plates. C'est fou. Et de leur côté, les gros logiciels d'architecture comme SketchUp recommandent d'exporter ces calculs de lumière très intenses vers des formats fluides comme le MP4 en 720p. Pourquoi en 720p ? Pour que le client final puisse lire la vidéo d'une scène très complexe sur un simple téléphone sans aucune saccade. C'est la fluidité avant tout. Donc, pour résumer, avant le PBR, les artistes devaient placer 60 lumières invisibles autour d'une pauvre pomme virtuelle juste pour forcer l'ordinateur à afficher un reflet naturel. C'est ça, ils trichaient. Aujourd'hui, on place une seule lumière, on déclare que la pomme a une rugosité de 0,2 et paf, l'équation thermodynamique s'occupe de tout le reste de manière parfaitement photoréaliste. Et cela soulève une question hyper importante. En fait, c'est un paradoxe fabuleux, je trouve. Vas-y. En enfermant les infographistes dans la camisole de force des lois strictes de la thermodynamique et de la conservation de l'énergie, les ingénieurs ont en fait rendu l'outil immensément plus libre. C'est vrai que vu comme ça, La contrainte d'obéir à la physique du monde réel a totalement éliminé les semaines de micro-ajustements laborieux. La contrainte technique a finalement libéré l'intention artistique. franchement, c'est un voyage intellectuel assez vertigineux qu'on vient de faire aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. On a commencé par l'étude de la biomécanique, en apprenant à marcher avec les genoux fléchis comme des ninjas, juste pour stabiliser l'objectif d'un téléphone. Et la tasse de café. Oui, la fameuse tasse. Ensuite, on a vu comment la photogrammétrie transforme ce mouvement en des milliers de points de données pour, au final, aider des patientes mastectomisées au Brésil, et ce, malgré les petites contraintes de précision au millimètre près. Oui. Après, on a sculpté de l'argile virtuelle avec Nomad Sculpt. On a vu une IA générer des cartes d'occlusion ambiante à partir d'une simple petite phrase textuelle. Et on a terminé en observant des algorithmes oscarisés équilibrer le budget énergétique de chaque petit photon de lumière. C'est dense. Et c'est exactement là que l'ensemble de cette documentation converge vers une réflexion qui devrait, je pense, vraiment nous interpeller. Je t'écoute. Si un simple capteur grand public peut aujourd'hui mesurer l'espace physique avec une rigueur géométrique presque médicale, Oui. et si une IA peut générer une matière totalement factice mais dotée d'une structure sémantique parfaite. Avec toutes les maps. Exact. Et si les moteurs de rendu éclairent tout ça en obéissant religieusement aux lois fondamentales de la physique de notre propre univers, eh bien, à quel instant précis la frontière sémantique entre documenter le réel et générer une illusion s'évapore-t-elle complètement ? Wow. L'équipement même que nous utilisons pour analyser et comprendre scientifiquement notre réalité est devenu
Littéralement, le moteur exact qui permet de la falsifier de manière indétectable pour le humain. Une falsification fondée sur les lois mathématiques de la vérité. C'est ça. C'est fort. Eh bien, c'est sur cette contradiction assez troublante qu'on va laisser ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Les outils pour construire la vérité et ceux pour fabriquer l'illusion ne sont plus seulement similaires. Non, ce sont exactement les mêmes. Ce sont les mêmes. Et ils glissent très exactement dans la poche de notre veste. À méditer. À méditer, oui. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée avec nous.